Faire du marchand de biens à titre personnel ou à titre professionnel, tout le monde se pose la question, je vais t'y répondre maintenant. Le marchand de biens, comme on l'a déjà expliqué, on fait de l'achat-revente, on peut le faire à titre personnel, en fiscalité personnelle, ou à titre professionnel, c'est-à-dire avec une personne morale qui va être entre toi et le bien. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit tu achètes le bien, Sébastien Marcus est propriétaire du bien, ou soit c'est la société qui a été créée qui devient propriétaire du bien. Ok, ça c'est juste pour le préambule. Du coup, à titre personnel, on va commencer par ça. Si tu deviens marchand de biens, tu vas être ce qu'on va être au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Il n'y a pas de régime spécial. Le marchand de biens, en fait, est pas réglementé, donc tu vas être imposé comme tout commerçant. Par contre, il y a quand même quelques exceptions à ça. La première chose, c'est que tu fais une opération de résidence principale. Alors, si tu es ici, on ne va pas développer le truc, mais en gros, résidence principale, tu ne payes pas tu n'as pas de taxes parce que c'est encore la niche fiscale française qui permet d'acheter ta résidence principale à 100 000 euros, de la vente de 100 000 euros, et sur cette marge brute qui reste de 100 000 euros, il n'y a aucun impôt ni taxe dessus. Par contre, tu peux faire quand même à titre personnel des opérations qui a été dit non spéculative. Okay, ça veut dire que tu n'es pas requalifié en tant que marchand de biens, c'est-à-dire que tu n'avais pas le caractère ni habituel de faire ce genre d'opération, ni spéculatif. Je te prends un exemple. Tu achètes à titre perso pour du LMNP, un studio, et tu le revends au bout de 5 ans, 10 ans, avec une plus-value qui peut être minime, mais ce n'était pas ton intention de base. Ton intention de base, c'était de le garder, etc. Du coup, comment tu vas être taxé? Tu vas être taxé aux impôts à hauteur de 19%, plus CSG, CRDS, etc. La France est le roi des impôts. En gros, il faut que tu dises c'est 34,5%. Ensuite, c'est dégressif, suivant le nombre d'années que tu détiens le bien, pour arriver jusqu'à une exonération totale au bout de 30 ans. Tu vas me dire, pourquoi je ne garde pas les biens à 30 ans rapidement, tu te fais rattraper par la fiscalité et on dit souvent, après, il y a des stratégies pour y arriver, mais on dit souvent qu'au bout de 7 ans, un bien immobilier, tu te fais tellement rattraper par les impôts qu'à un moment, ta rentabilité est divisée par 2, voire par 3, et c'est le moment souvent d'arbitrer. Donc là, quand tu es comme ça, tu es vraiment dans une stratégie patrimoniale, petit à petit, de créer un patrimoine immobilier, d'arbitrer pour acheter. Alors ça peut être en LMNP direct, ça peut être sur une SCI à l'IR, une SCI même à l'IS, attention, tu peux avoir cette intention de spéculatif sur une SCI à l'IS, donc vraiment, prêtez attention. Ensuite, tu as le particulier qui veut faire une OP spéculative. Là, clairement, tu deviens marchand de biens. Okay, alors, si tu en fais qu'une, encore une fois, tu n'as pas le caractère habituel, donc tu peux le faire, mais à partir de la deuxième, tu es parti sur le caractère habituel. J'invite souvent à dire, attention, parce que si tu fais une opération et que tu te rends compte que tu as gagné 100 000 euros, je peux t'assurer que ton cerveau il va t'inciter à le refaire. Donc, c'est-à-dire que la première fois, tu n'étais pas dans l'intention habituelle, tu n'étais pas dans l'habitude, mais tu vas l'être très rapidement quand dans 2 ans, tu vas le refaire. Donc, vraiment, quand tu commences à identifier le fait que tu achètes pour revendre, mets-toi en tête que tu vas devenir marchand de biens et que là, il va falloir que tu passes sur la fiscalité dont je vais t'expliquer maintenant. C'est-à-dire que tu vas être basé à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les bénéfices qui vont être générés, sans correctif ni abattement, tout ce que je t'ai dit avant, tu oublies, il n'y a plus la période de détention qui compte, etc. Et tu vas devenir un commerçant avec une compta, un bilan, etc. Et tu vas déclarer, alors je te prends l'exemple encore une fois, 100 000 euros de prix de revient. Donc prix de revient, encore une fois, c'est l'achat du bien, les taxes associées, les travaux si tu en as fait, moins ton prix de vente, moins ton prix de revient, il te reste 100 000, pour 200 000 d'achat, 100 000 de prix de revient, il te reste 100 000 euros de marge, mais ça, tu vas être imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, imaginons tu te lances, tu gagnes ta vie correctement, dans le couple, vous gagnez 4 000 euros par mois, vous êtes sur une tranche déjà élevée du coup, vous êtes sûrement sur les 40%, et bien les 100 000 euros tu vas déclarer, tu vas payer l'impôt sur le revenu dessus et il va te faire gaper de tranches. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas vite te retrouver avec des tranches à 41-45% du montant dont tu as gagné. Donc tu vas non pas gagner 100 000 euros, mais tu vas gagner 55 000 euros. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, quand je vois tout ce qui se passe sur les sociétés, on va en parler après, des moments, ça peut être intéressant. Oui, jusque-là, pour une opération, si elle est ponctuelle, ça peut être intéressant, ou deux, en disant je ne veux pas professionnaliser l'approche, ça peut être OK. Par contre,
attention, parce que tous les risques associés, encore une fois, on parle souvent des réussites de marchands, hein, mais on parle très peu des échecs, mais si tu échoues, c'est un risque personnel. C'est-à-dire tout est bien, si tu as construit un patrimoine, ta résidence principale, tu es attaquable à titre personnel. Donc attention, il n'y a pas que la fiscalité. Donc on a parlé de la fiscalité à titre personnel, maintenant on va parler de passage en société. Il y a deux types de structures. Alors on va parler de structures long terme, on ne va pas parler de structures court terme pour identifier un bien et l'enclaver à l'intérieur d'une structure avec deux associés. Je t'en parle très rapidement, mais en fait tu peux avoir ta SAS ou ton EURL et t'associer avec quelqu'un et créer une société spécifique de portage pour un bien parce que vous allez vous associer ponctuellement. Donc là on ne va pas en parler aujourd'hui. On va surtout parler de ta structure à toi, ok? Comment tu peux la structurer? Il y a deux types de sociétés aujourd'hui qui sont à disposition, soit l'EURL ou la SARL, en gros EURL t'es tout seul, SARL t'es à deux, ou la SAS SASU, pareil, la SAS vous êtes plusieurs, la SASU tu es tout seul. Alors l'EURL et SARL, c'est si tu veux te verser de gros salaires. Pourquoi? Parce que tu vas être au RSI, maintenant SSI, en gros le régime des indépendants, et les charges sociales appliquées sur ton salaire vont être de l'ordre entre 41 et 60% suivant le montant que tu te verses. En gros, plus tu te verses, plus le montant baisse parce que tu as des cotisations fixes qui t'amènent à y arriver. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que tu restes dans une tranche à 30%, il peut être intéressant d'être en SARL pour se verser du salaire et pas commencer à gaper par contre sur des tranches plus importantes. Par contre, tu sais les marges qu'on peut gagner en tant que marchand de biens, on en parle souvent sur cette chaîne. Tu vas pouvoir te verser des dividendes donc à flat tax à hauteur de 30%, qu'à hauteur de 10% de ton capital. Donc si comme tout le monde, quand tu as créé ta première SAS, ton capital est de 2000 euros, tu vas pouvoir te verser des dividendes que de 200 euros. Et au-dessus des 200 euros, tu vas être taxé de la même manière que si c'était du salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas repasser sur des charges qui sont très importantes et du coup, le régime de la flat tax n'est plus là. Attention, les charges appliquées sont importantes. Donc, quand tu démarres et que tu as besoin de verser un salaire, c'est OK, mais il faudra vite réfléchir à une autre structuration si un jour tu veux te verser des dividendes. La deuxième structure, c'est la SASU ou la SAS. Là, par contre, les charges au global tournent plutôt entre 70 et 80%. Donc, par rapport à 40 ou 60%, tu comprends qu'il y a un écart. Par contre, si tu n'as pas de gros besoins et que tu te verses un salaire plutôt raisonnable, l'impact est pas énorme par rapport au régime de la flat tax et des dividendes à 30%. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te verses 1000 euros par un SMIC, par exemple, qui est très peu chargé sur une SAS, tu es plus intéressant d'être à la SAS que d'être à une URL SARL où là, tu vas être taxé à 60%. Tu vois un peu le principe, hein. En gros, il faut que tu modélises pour faire ton choix par rapport à ça. Alors attention, sur ces deux types de sociétés, par rapport au salaire que tu vas te verser et le régime de TVA de tes opérations, on en parlera dans la prochaine vidéo. Quand tu es en exode TVA sur une proportion importante de ton chiffre d'affaires, tu as ce qu'on appelle une taxe sur les salaires qui est rajoutée sur le montant du salaire que tu te verses. En gros, l'État accepte que tu aies une exode TVA, mais prend quand même une quote-part sur le salaire que tu te verses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as tout intérêt, quand tu fais beaucoup d'opérations en exode TVA, à te verser un salaire qui est plus bas et à te verser des dividendes à la flat tax. Mais du coup, c'est là où la SAS devient plus important. Bon, tu comprends qu'il n'y a pas de choix parfait, ça dépend de tes ambitions, ça dépend de tes objectifs. Et attention, une structuration, elle évolue dans une boîte et c'est pas parce que tu as démarré avec une SARL ou une SAS que tu ne vas pas continuer après avec une autre structure ou la transformer. Okay? Du coup, sur ces structures, à chaque fois, tu paieras un IS de 15% au démarrage sur les premiers 38 200 euros. Et ensuite, là, on est en 2022, tu paieras un IS de 25% sur tes bénéfices au-delà de 38 200 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les premiers 38 200 euros, tu vas payer 15 points. Et tout ce qui va dépasser de ça, tu paieras 25% d'IS. Je vais te faire une comparaison, du coup, réaliste entre le particulier et la société. Donc, on va passer sur mon écran. Aujourd'hui, un particulier, sur une opération simple et qui dégage 100 000 euros de bénéfices, va souvent être du coup à 41%, donc va payer 41 000 euros d'impôt sur le revenu. Okay, plus le risque personnel
associé. Okay, donc ça veut dire que le bénéfice restant est de 59 KE net. Maintenant, on va passer à titre pro. Tu vas faire 100K de bénéfices. Donc, sur les premiers 38 200 euros fois les 0,15, tu vas payer 5 730. Sur les 61 800, 0,15 fois 0,25, tu vas payer 15 450, ce qui va t'amener à payer un IS de 21 000,2, on va arranger KE. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta capacité derrière de réinvestissement, j'insiste, de réinvestissement parce que tu démarres en tant que marchand, elle est de 79 000 euros parce que tu restes encore englobé dans la société. Donc tu es en capacité d'avoir cet argent et de le continuer à le faire tourner. C'est de la trésorerie disponible qui te permet d'évoluer. Donc ça veut dire que ça, tu le compares, tu as 20 000 euros de plus pour démarrer en tant que marchand de biens. C'est-à-dire que déjà, le premier écart, on n'a pas fini, mais ça montre que tu fais une première opération, ton but c'est d'enchaîner, c'est d'accélérer, c'est de te professionnaliser. Le plus dur, je le dis souvent, les premiers KPIs d'un marchand, c'est la trésorerie. Rien que là, tu as 20 000 euros de plus de trésorerie disponible. Alors, si tu veux faire des achats perso et plein de trucs, à titre perso, 59 000 euros, tu feras ce que tu veux. Là, les 79 000 euros ne t'appartiennent pas, appartiennent à la personne morale, bien sûr. Attention, ça c'est important. Donc ça veut dire que, en gros, tu as 20 000 euros de plus pour continuer en marchant et enchaîner. Par contre, là-dessus, tu vas me dire ça ne m'appartient pas. Donc on va faire le calcul, tu vas enlever là-dessus la flat tax, parce qu'on va estimer que tu es sur une SaaS et que tu ne te verses pas de salaire. On va être sur un cas le plus simple. Flat tax, donc du coup, ça veut dire que tu vas faire tes 79 fois les 0,3, ce qui correspond à 23,7 KE de flat tax à payer. Ça veut dire qu'il te reste 79 moins 23,7 KE, soit 55,3 KE. C'est-à-dire que je veux vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui, on se dit souvent, du coup, à titre perso, je prends l'argent direct, etc. Ouais, tu as compris que là, à titre personnel, tu fais 50 000 euros net dans ta poche. Si tu passes via une SaaS, en te versant des dividendes, tu peux avoir une capacité de réinvestissement de 20 000 euros supérieure, pour 100 000 euros de bénéfices. Et en plus de ça, si le jour où tu as besoin de te les verser, tu as un écart simplement de même pas 4 000 euros. Et attention, le risque associé est sur la personne morale et non la personne physique. Donc, il faut bien que tu comprennes qu'il y a une vraie grosse différence entre les deux. Alors, encore une fois, on est là pour se professionnaliser, on est là pour faire les choses bien. Si tu es ici, c'est que tu veux enchaîner, c'est que tu veux vraiment accélérer en tant que marchand de biens. Donc, sur la suite, sur tout ce qu'on va voir après, en termes de fiscalité, quand je vais échanger avec toi sur cette chaîne, on parlera vraiment que de personnes morales et de structuration en société. La société, on va prendre le cas du démarrage, parce que si tu es déjà établi, ta société est créée. Tu dois la créer au moment où tu vas, soit juste avant l'achat, avant l'achat, la réitération chez le notaire, c'est-à-dire que pour le compromis, tu n'es pas obligé d'avoir créé ta société, tu mets une clause de substitution. Et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle les statuts provisoires de ta société, que tu vas signer, que tu vas amener à la banque, parce que pour la banque, il faut que tu montres qui emprunte. Vu que tu n'es plus là en personne physique, soit tu donnes ta pièce d'identité, c'est OK. Là, c'est une personne morale, donc elle a besoin d'avoir les statuts et de savoir à qui elle prête, qu'est-ce qu'il y a décrit dans cette structure pour savoir à qui elle va prêter. Donc, tu fais des statuts provisoires, la banque fait son dossier bancaire. Une fois que le dossier bancaire est accepté et que tu as eu l'accord, tu crées la structure. Mais tu la crées qu'une fois que tu as eu l'accord et que tu es sûr que tu amènes l'opération au bout. Parce que la date de création de ta structure est le point de démarrage pour toute ta fiscalité. Donc, ne crée pas une boîte en te disant « ça y est, je veux me lancer marchand, je crée une société ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu détectes le bien, tu vas au compromis, tu as l'accord bancaire, ensuite tu crées. Alors, si tu fais tout à fonds propres et que tu sais que l'opération, tu vas la créer, je t'invite à le créer dès que ton opération, tu sais qu'elle est lancée, tu signes ton compromis et ensuite tu crées ta structure tout de suite. Et comme ça, c'est OK et il n'y a pas de problème. Pour moi, un comptable, il est comptable. Le comptable qui va te dire « mais moi, j'ai les ressources en interne », donc il va embaucher quelqu'un qui va devenir chez lui au juridique, mais qui n'est pas forcément l'expert dans le domaine.
Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Maintenant, je m'en plains pas et du coup, j'ai jamais eu de problème dans le cadre de contrôle, etc. Chaque fois, je suis passé par des avocats spécialisés dans le domaine. Ok, pourquoi? Parce que déjà, ils vont regarder toute ta structure juridique et encore une fois, tu as quelqu'un qui fait que ça. C'est-à-dire que c'est son métier, il est à son compte, enfin tu vois, il porte de la rigueur, il veut que tu restes. C'est pas l'employé lambda d'une grosse société qui sait faire, mais qui n'aura pas la subtilité, l'expérience d'un avocat qui fait que ça. C'est pas long. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, une société peut être immatriculée entre 15 jours et 3 semaines sans aucun problème. Donc, tu vois, c'est pas le chemin critique de ton planning dans une opération de marchand de biens. Et aussi, en termes de coûts, ça dépend ce que tu fais, ça dépend ce que tu demandes, si tu rajoutes des packs d'associés, etc. Mais tu vas tourner entre 1005 et 3000 euros suivant la personne que tu prends, sa spécialisation, la récurrence que tu lui amènes. Voilà, grossièrement, c'est à peu près ça. Il y a deux philosophies. Encore une fois, association court terme, moyen terme, long terme. Enfin, en gros, court terme, moyen terme et l'association long terme. Si tu décides de dire on bosse ensemble, on y va à fond, on crée notre boîte et on y va tous les deux à fond, je t'invite à créer une société commune, à tout englober dans un pacte d'associés, tout ce qui peut être dit, les décisions, comment elles doivent être prises, s'il y a un problème, s'il y a un décès, etc. Enfin, dans le pacte d'associés, tu peux vraiment tout mettre. Donc, je t'invite à créer une société long terme, à créer la même société. Okay, il sera toujours temps après d'apporter les titres de cette structure à des holdings différentes pour chacun gérer sa fiscalité chez lui. Ce que je veux dire par là, c'est que tu crées une SAS, tiens, toi et moi, on crée une SAS. Demain, pour l'instant, on ne se paye pas, on crée la boule de neige, on pousse la boule pour avoir de plus en plus d'argent et pouvoir enchaîner les opérations. Et bien, le jour où on décide de dire, bon, ça y est, on se paye, mais chacun veut gérer sa fiscalité chez lui, ben, chacun crée sa holding et tu apportes les titres de cette structure à ta holding. Ça coûte que dalle. Et puis, ben, ensuite, il y aura de la facturation qui descendra ou les dividendes qui remonteront et qui permettront chacun de payer sa fiscalité chez soi. Donc ça, c'est pour une association long terme. Pour des associations ponctuelles, parce que tu vas juste chercher un levier pour démarrer, le levier cash par exemple, tout simplement, tu vas créer ta société de marchand, ok ? Et ensuite, tu vas créer une structure, une SPV spécifique. En fait, tu vas créer soit une SNC, une CEP, etc. Juste pour cette opération. Chacun tu te mets d'accord sur le deal, qui met les apports, qui travaille sur la structure, l'equity qu'il y a derrière. Et ensuite, chacun reprend sa liberté à la fin de l'opération. Rien n'empêche de continuer sur cette structure, de ne pas la fermer parce que tu vas peut-être recommencer. Mais ce n'est pas sur une association long terme. C'est-à-dire que chacun reprend son argent, en fait ce qu'il veut. Il décide de le remettre dans la structure après, il le remet, il décide de ne pas le remettre, c'est OK. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de poussé. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, mais le vrai truc, c'est vraiment de tout se dire. Qui fait quoi? Pendant combien de temps? Okay. J'insiste sur le combien de temps et chaque année de revoir la discussion. Parce qu'en fait, là, tu vas t'associer aujourd'hui, on s'associe tous les deux, on est en phase, on est potes, on a le levier, tu as du levier, j'en ai pas, je suis super content, tout va bien. Dans 3 ans, ta femme te quitte, tu décides d'aller faire le tour du monde, j'en sais rien, tu as tout un tas de vecteurs qui peuvent arriver et le deal de base est plus bon en fait. Mais c'est normal, en fait, chacun évolue dans sa vie différemment. Il n'y a pas tout le monde qui veut être entrepreneur toute sa vie, surtout vu les niveaux de marge qu'il peut y avoir en marchand, on peut se dire on arrête, quoi, tu vois, ou en tout cas on ralentit, ou on fait différemment, ou on veut faire tout seul parce qu'on veut une tranquillité d'esprit. Donc vraiment, c'est de tout mettre à plat, pour combien de temps, et de décider chaque année, est-ce qu'on est toujours en phase sur ce qu'on fait. Écoute, je t'ai dit beaucoup de choses. Comme d'hab, checklist à télécharger en dessous. Abonne-toi à la chaîne surtout parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Si tu veux être alerté la prochaine vidéo fiscalité où on va parler de la TVA, je t'invite vraiment à t'abonner sur cette chaîne.